Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, ou plutôt dans cette deuxième partie, parce que vous le savez, donc dans cette formation appelée Scalping et Money Management, elle se passe, je dirais, en deux temps. Le premier temps donc a été diffusé et je vous invite d'ores et déjà à regarder la première vidéo du même nom si jamais vous ne l'avez pas encore vue, parce que ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple pour bien comprendre de quoi il va s'agir ici. Dans un premier temps, donc à l'occasion de la première vidéo de formation du même nom, puisque encore une fois elle est en deux parties, eh bien on avait vu comment globalement traiter, je dirais, le money management au niveau du scalping, en tout cas sans tomber dans une telle généralité, en tout cas comment moi je pense qu'il faut le traiter par rapport à ce que l'on fait couramment en live trading, c'est-à-dire comment améliorer rapidement sans trop tomber dans les paliers fondateurs, je dirais, de la stratégie qu'on utilise en live trading, sans trop les remettre en cause, et bien comment on peut améliorer un petit peu le tout. Alors, ça n'est pas un hasard, parce que vous le savez, en tout cas, pour ceux qui sont connectés en direct, et puis c'est toujours bon de remettre les choses en contexte, puisque nous sommes le 11 septembre 2015, la précédente vidéo avait donc été enregistrée vendredi dernier, le 4 septembre. Et bien en ce moment, on a un contexte de très forte volatilité. J'insiste sur la date et sur le fait qu'effectivement, ce propos-là sera peut-être obsolète quand vous verrez la vidéo, si vous la voyez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mais il est toujours bon de chercher quand même un paramétrage de qualité au niveau du money management appliqué au scalping, ce qui n'est pas facile parce qu'en soi, quand on parle de money management, on renvoie souvent à la notion de risk-reward. Or, le risk-reward, vous le savez, pour faire écho à la vidéo de formation qui s'appelle justement Money Management, et à l'autre, un petit peu sa consoeur, je dirais, qui s'appelle Plan de Trading. Vous savez que le risk-reward, idéalement, il faut qu'il soit supérieur à 2. Dans le cas du scalping, c'est totalement impossible, puisque si vous venez chercher 3 points, 5 points, 10 points, il est évident que respectivement, vous n'allez pas avoir un stop loss fixé à 1,5 points, 2,5 et 5. Sinon, vous avez une très 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 forte probabilité d'atteindre votre stop loss dès l'ouverture, et en plus, vous cherchez quand même évidemment à éliminer le spread. Donc ça devient compliqué d'abattre les règles classiques, je dirais, de money management au scalping. C'est pour ça que dans les deux vidéos du même nom, Money Management et Plan de Trading, j'ai souvent fait la référence en disant que globalement on ne peut pas forcément appliquer toutes ces règles de bon sens et toutes ces règles générales au cas précis du scalping. Alors je vais passer très rapidement sur l'introduction parce que vous la connaissez, de toute manière, si vous avez vu la première vidéo, et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à la voir. Je vais quand même redire rapidement les grands points, parce que c'est toujours important de rappeler qu'il s'agit ici seulement de présenter un exemple, un seul exemple, dans la mesure où il y a autant de stratégies, il y a autant de variantes qu'il y a de traders, il n'y a aucun absolu en trading, donc ce que l'on va voir ici, c'est ce que moi je préconise et ce que surtout je vais appliquer, je dirais, au niveau du live trading dans les petites modifications, parce qu'au moment où je parle, on est à peu près à 2 ans et demi de live trading, et parce que ça a commencé globalement en mai 2013, mes premières séances quotidiennes, et depuis, donc effectivement, il y a eu 3-4 petites mises à jour de la stratégie, parce qu'il convient d'adapter sa stratégie aux nouvelles conditions de marché, et justement ici, c'est ce qu'on cherche à faire avec cette explosion monstrueuse de volatilité à laquelle nous sommes confrontés depuis un mois. Alors toujours pareil pour le contexte, c'est toujours important de bien préciser qu'en ce moment nous sommes confrontés donc aux attentes de resserrement de la politique monétaire américaine, donc au niveau de la Banque centrale américaine, notamment par rapport à la prochaine réunion du FOMC, donc les 16-17 septembre prochains. Et deuxième grand temps fort, eh bien il y a ces immenses craintes de ralentissement économique en Chine. Voilà. Donc il n'y a pas d'absolu, on va simplement chercher à distinguer ce qui me paraît être le mieux, des règles de bon sens, très contextuelles par rapport justement au contenu de la semaine dernière et de cette semaine. Et puis en mariant les mêmes outils, puisqu'il s'agit de faire exactement, je dirais, dans les grandes lignes la même présentation, mais en voyant d'autres points qui viendront compléter évidemment la première partie, à savoir, on va continuer de travailler évidemment sur les zones d'accumulation du prix, sur les moyennes mobiles exponentielles 21-200, l'ATR, le petit nouveau, j'irai au sein de la stratégie, et puis des notions fondatrices de chartisme. On a notamment parlé un petit peu de pin bar, d'accélération, de Marubozu, de doji, de toupie, rapidement dans la précédente vidéo de formation. Alors c'est vrai que chaque point, autant que possible, est considéré comme un point acquis dans ces vidéos de formation-là, dans la mesure où vous avez des vidéos de formation dédiées aux zones d'accumulation du prix, que ce soit les supports, les résistances, une autre vidéo sur le retracement de Fibonacci qu'on utilise également ici. D'ailleurs, évidemment, les retracements de Fibonacci, je les inclus dans le premier point, c'est-à-dire celui des zones d'accumulation du prix, très clairement. Bon, donc on va continuer, je dirais, on va poursuivre dans la même lancée que la semaine dernière. Et sans plus tarder, hop, on va arriver sur X-Station.
Donc, contrairement à la semaine dernière, on ne va pas arriver directement sur la représentation qui nous intéresse. C'est vrai que traditionnellement, j'ai tendance à arriver d'abord sur la représentation qui nous intéresse et peu à peu, je dessine un petit peu les éléments pour arriver à cette même représentation en partant dans un deuxième temps d'une représentation vierge. Ici, j'ai décidé de sauter un peu la toute première étape puisque on sait globalement à quoi va représenter la stratégie puisqu'il s'agit encore une fois ici simplement de la deuxième partie. Donc, sans plus tarder, on va hop, tracer les retracements de Fibonacci. Alors, pour le point haut, voilà, j'allais dire, j'ai un petit... je vais devoir, hop, juste enlever le Shift pour décaler un peu mon graphique parce que j'avais une petite mention qui m'empêchait de voir précisément mon point haut. Rien n'a changé par rapport au contexte, et évidemment, vous en doutez bien. Donc le point haut reste toujours d'actualité, c'est-à-dire celui des 12 420 des séances du 10 et du 13 avril. J'insiste toujours en disant que globalement les deux séances ont le même point haut, donc ça ne sert à rien de distinguer l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. Et puis pour le point bas, la fameuse séance du 16 octobre 2014, la fameuse séance ukrainienne, donc le 100% de retracement étant distingué ici à 8582 points. Voilà. Ça, c'est pour notre trame, je le fais un peu rapidement pour ne pas être trop redondant par rapport au contenu précédent. Il nous manque d'ores et déjà dans les zones d'accumulation du prix, comme on l'avait fait la dernière fois, eh bien, les valeurs psychologiques, très fortement psychologiques. Je ne vais en tracer que 3. Pour le moment, je mets un peu n'importe où mes lignes horizontales et je viens affiner le propos. Aujourd'hui, nous cotons, en tout cas à l'instant T, sur les 10 127. Je vais donc chercher à travailler avec une valeur, je vais les mettre en vert, hop, de 10 100, valeur psychologique. La deuxième valeur, évidemment, sera à 10 200, très psychologique aussi. Bon, je ne reviens pas dans le propos de la précédente vidéo. Et puis pourquoi pas une troisième qui me paraît quand même assez importante par rapport au contexte actuel, qui d'ailleurs, les clients le savent que c'est mon cinquième et dernier objectif baissier de la séance en cours, à savoir les 10 000 points. 10 200, 10 100 et 10 000 points, avec entre les 10 100 et les 10 000, comme vous le savez, le 61,8% de retracement de Fibonacci de moyen long terme. Pour les habitués du Good Morning Market, du live trading, vous savez que c'est une cotation très importante sur laquelle nous travaillons en ce moment. Voilà, donc je suis passé du D1 pour mon retracement de Fibo au M30 pour les valeurs psychologiques. Alors là par contre, point important, l'unité temps concernant la valeur psychologique n'a absolument aucune importance. On aurait pu très bien placer les 10 000, 10 100, 10 200 en M5, en M15, en M30, en H1, en H4, en D1, peu importe, ça n'a aucune importance puisque par définition la valeur psychologique reste la même. Le palier rond, je dirais, supérieur ou inférieur, reste quelle que soit l'unité de temps le même. Par contre c'est plus pour les Fibo où le commentaire n'est pas valable et autre subtilité, comme vous le savez, c'est plus pour les supports et résistances techniques, les zones d'accumulation du prix, que là, l'unité temps va prendre tout son sens. Bon, alors, d'ores et déjà, on va passer, hop, rapidement, en M5. On va passer en M5, on se rend compte déjà que nous n'avons pas notre représentation idéale de range, en tout cas que le range qui se définit depuis une petite quinzaine de minutes n'est par définition là que depuis une petite quinzaine de minutes, j'exagère un peu en disant 15 minutes, globalement il est midi 20, on peut voir qu'un petit range se dessine depuis 11h50, allez ça fait une bonne demi-heure qu'on est dessus, mais c'est encore très léger, je rappelle que c'est du M5, bon c'est c'est encore un peu faible comme zone d'accumulation du prix, elle est là depuis pas très longtemps. Je place mon ATR pour estimer un peu ma volatilité. Alors, pour l'estimer, oui et non, parce que c'est vrai que là, on la connaît déjà, notre volatilité, on peut l'apprécier juste avec ce que l'on a vécu ce matin. Vous vous souvenez certainement, dans la première vidéo, j'étais sur une valeur de 17,9 pour pas dire 18, en guise de résistance. Et j'insistais sur le fait que cette valeur-là change évidemment du jour au lendemain, parce qu'il s'agit de tracer globalement une zone d'accumulation du prix, enfin c'est mal dit, mais plutôt une sorte de résistance au niveau de l'ATR. Je suis en train d'en placer une que je situe plutôt à 16,3 aujourd'hui. Alors pourquoi? Parce que là où j'ai ma petite croix, mon petit curseur, j'ai un point de contact, un autre point de contact, exactement comme si je traçais une résistance sur le prix. Ici aussi, ici, là, tac, à 20h le 10 septembre, ici, tout ce bloc-là, ici, enfin bref, vous l'aurez compris, c'est la résistance la plus proche de mon point de vue. On n'a pas un ordre de grandeur fondamentalement différent par rapport à la semaine dernière. On était sur 17,9, ici sur 16,3. Je suis très clairement en dessous, globalement sur la valeur de 13. Donc je sais déjà que j'ai une volatilité assez faible. Je sais aussi, par rapport à mon contexte qui a été défini, et ça c'est un travail à faire en amont, que globalement mon point de confluence, dont on a très peu parlé la semaine dernière, est à 10 200. Je vais tracer un petit peu les bornes extrêmes, alors en changeant la couleur, en mettant des lignes horizontales partielles comme la dernière fois, pour indiquer justement qu'il s'agit simplement de niveaux très ponctuels, très légers, qu'il ne s'agit pas de résistance ou de support particulièrement puissant.
Hop, donc simplement pour définir un peu ce qui semble être mon range qui semble un petit peu d'ailleurs être cassé par le haut, puisqu'effectivement je le définis globalement entre 10 120, d'ailleurs je vais un tout petit peu affiner le 10 120, voilà, entre 10 120 et 10 136, nous sommes actuellement à 10 140. Je sais justement que par rapport à mon contexte très fortement baissier, que ce soit apprécié en M5, en M30, en H1, en D1, peu importe dans le contexte actuel, j'ai une énorme préférence baissière très clairement. Pour autant, je me méfie un petit peu parce que toujours par rapport au tracé technique. Alors c'est vrai que ça n'est que du M5 au niveau du petit canal que je vais tracer et que l'on va affiner immédiatement, mais malgré tout, j'ai quand même plutôt, au sein du M5, plutôt une volonté depuis une bonne heure de retracer à la hausse, hein. C'est-à-dire que j'inscris le tout dans un canal haussier, donc déjà, on va dire qu'on est un peu embêté, puisque contrairement à la première vidéo, nous avons plutôt une volonté, une tendance haussière à très court terme dans cette immense tendance baissière, et pour le coup je vais la distinguer en me mettant en M30, dans cette immense tendance baissière. Je dis immense, pas forcément dans le temps, encore que ce que nous avons sous les yeux au niveau du M30 distingue quand même les cotations du 9 septembre au 11 septembre, mais nous fait passer surtout de 10 500 points globalement à 10 100. Bon, déjà, ça donne un petit arrière-goût, je dirais, de la tendance à apprécier à court terme, hein, tracé sur le M30. Si on passe en D1, on peut aller beaucoup plus loin dans le propos, en disant qu'on reste globalement dans l'une des tendances intéressantes, pourquoi pas tracer depuis le 10 août, qui nous fait passer de 11 600 points à 10 100. Donc effectivement, on sait globalement que ma préférence, puisqu'il faut avoir une préférence de mon point de vue, ici est clairement baissière, comme la semaine dernière, évidemment, parce que là, je viens de montrer en D1 qu'on était sur du beaucoup plus, sur des notions beaucoup plus long-termistes. Et effectivement, donc je commence à revenir un peu au sein de ce range. Alors, il y a deux, trois choses que je voudrais vous montrer qui m'intéressent fortement et qui surtout vont pouvoir venir compléter la première vidéo. Pour le moment, on retrouve dans les grandes lignes ce qui nous intéressait. Il nous manque encore un petit point, les moyennes mobiles exponentielles, notamment la 21. J'aime bien la tracer généralement en bleu. Tac. Et pourquoi pas la 200. Je dis pourquoi pas parce que c'est vrai qu'après moi j'aime pas trop surcharger mon graphique. Vous savez qu'ici il s'agit surtout de faire ce qu'on appelle du price action, c'est-à-dire d'apprécier le comportement du prix sans trop se surcharger au niveau, je dirais, technique, dans le sens indicateur et oscillateur technique. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de me surcharger, je dirais, en tracé technique, les supports, les résistances, les fibos, etc. plutôt qu'avoir ce que j'appelle un sapin de Noël, c'est-à-dire vraiment avoir une flopée d'outils, d'indicateurs et d'oscillateurs. Alors il y a deux, trois points que j'avais un peu évoqués rapidement en fin de vidéo dernière. C'est justement le fait que nous allons un peu changer la représentation. J'aime bien qu'on ait deux graphiques sous les yeux. Hop, on va cliquer sur cet outil au-dessus. Et on va passer en représentation grille. Alors grille, en fait, là, vous avez sous les yeux, globalement, tous les actifs, tous mes tracés techniques sur ce template, c'est-à-dire sur ce modèle-là. J'en ai deux, un qui s'appelle Fast et l'autre GLHF. Bref, et globalement, donc là, on a je dirais tous les petits modèles techniques, tous mes tracés techniques du deuxième modèle. Si je me mettais sur le premier, eh bien, on aurait tous les tracés techniques du premier modèle. On en voit 7, ça correspond bel et bien effectivement au nombre d'onglets que j'ai au-dessus, mais c'est pas tellement ça qui m'intéresse. C'est d'abord de retrouver celui sur lequel on vient de travailler, c'est celui-ci, en bas. Donc, on appuie par exemple sur le deuxième onglet et on va distinguer en bas, à droite de n'importe quelle représentation, la possibilité de faire bouger, je dirais, notre représentation. Alors j'ai une main en haut à droite qui me permet justement de le faire bouger où je veux, et en bas à droite, donc, la possibilité d'agrandir, de réduire ma vitrine, j'allais dire mon graphique tout simplement. Bon, ce que j'aime bien, c'est en avoir deux. Au-delà, à moins d'avoir un grand écran, ce que j'appelle un grand écran, c'est typiquement quelque chose qui va faire plus de 20 pouces, 20, 21, peut-être 24 pouces, mais bon, ou alors à moins de détacher les graphiques et de les répartir sur deux écrans. Parce que j'aime bien, c'est en avoir deux, typiquement, et de les mettre côte à côte. Alors, ça peut me permettre deux choses, soit de distinguer deux actifs très corrélés, soit me permettre de distinguer deux fois le même actif, mais sur des unités de temps différentes. Vous avez vu que là, sur la partie gauche, j'ai mis celui sur lequel on vient de travailler, le DAX, l'indice allemand en M5. Et puis sur la partie droite, en fait, j'ai pris n'importe quel graphique un petit peu inutile sur lequel je ne travaille pas. Je peux tout à fait en créer un également. Hop, et sur lequel, c'est ADN en l'occurrence, et sur lequel je vais faire apparaître le DAX 30. Le DAX 30 qui en l'occurrence est en M5 à gauche, mais aussi à droite, donc je vais le faire passer en M30 sur ma partie de droite. Ça, j'aime beaucoup le faire parce que, vous le savez, au niveau du live trading, quand on a un split ou quand on a une petite contre-tendance, ce qui est toujours déterminant, c'est de savoir si on est confronté à un vrai
retournement assez visible, assez majeur en M15, en M30, en H1 sur les grandes unités de temps, et pas juste à une attaque spéculative qui est seulement visible sur les petites unités de temps en M1 ou en M5, parce que tout le problème du M5 et du M1, c'est que à force de zoomer, que ce soit pour l'unité de temps ou que ce soit au niveau de la molette de votre souris, psychologiquement vous allez être atteint, tout le monde est atteint par un chandelier de contre-tendance très puissant, sauf que vous êtes extrêmement zoomé, donc par définition, en fait, votre chandelier qui vous donne une contre-tendance qui a l'air monstrueuse, peut-être ne retrace que 5 ou 10 points simplement parce que vous êtes extrêmement zoomé. Donc le fait d'avoir, comme on le fait généralement, de jongler au niveau de l'unité de temps, ou le fait d'avoir pourquoi pas sous les yeux 2 unités de temps, c'est quelque chose d'assez appréciable pour relativiser, hein. C'est-à-dire pour se dire, bon bah voilà, finalement, il ne s'agit que d'une toute petite attaque qui apparaît tout juste sur mon chandelier en M30 et qui peut-être ne remet même pas en cause l'allure de mon chandelier en M30. Alors par contre, sur la partie droite, je ne vais pas spécialement remettre tous mes outils. Typiquement, je ne vais évidemment pas faire apparaître les petits tracés techniques qui ont été faits en M5 parce qu'en en M30, on ne les verrait à peine, enfin on les verrait absolument pas. Je vais plutôt mettre mes moyennes mobiles et mes retracements de Fibonacci avec les résistances psychologiques, support résistance psychologique. Donc on en a parlé tout à l'heure, les valeurs rondes, hein, 10 000, 10 100, 10 200, mais certainement pas le petit canal haussier que j'ai tracé en M5, le petit élément qui également me permet de, je dirais, de voir si j'ai affaire à un petit range, donc les petites valeurs en orange clair de 10 120, 10 136 sur la partie gauche. Ça évidemment je ne vais pas le faire apparaître, je vais juste mettre mes retracements de Fibo. D'ailleurs, ils correspondent parfaitement bien. Donc des deux côtés, vous remarquerez d'ailleurs que sur les M5, ils y sont, mais on ne les voit pas parce qu'on est entre deux fibos. On est littéralement entre le 61,8 et le 50%. Mais on est tellement zoomé sur la partie de gauche qu'on ne les voit pas. Ils apparaissent tous sur la partie droite. Voilà. Donc ça, c'est pour contextualiser un peu la chose, parce que moi, j'aime bien quand même appliquer ce que je dis dans les vidéos de formation au niveau de l'entonnoir, c'est-à-dire de partir d'une grande unité de temps au niveau de l'introduction de chaque séance de live trade en disant voilà, le H4 a cette forme-là, le M30 intermédiaire et à cette forme-là nous donne une contre-tendance, et puis enfin le M5. Voilà. Donc ça, c'est déjà un point qui va nous permettre de relativiser beaucoup de choses sur l'état de la tendance en cours. Je vais agrandir un petit peu et zoomer sur la partie de droite. On est déjà très zoomé, c'est pas mal. Tac, voilà. Donc là, sur mon M30, j'ai, disons, la représentation que je veux. Généralement, il est considéré au niveau de la littérature boursière, quand on veut jongler entre les unités de temps, de faire du x4. Alors, ça, c'est le premier point. Je n'applique pas mon ATR sur la partie de droite parce que je m'en moque en fait. Hein. L'ATR ne m'intéresse qu'à distinguer la volatilité à très court terme au sein de mon range. D'ailleurs, vous remarquerez que nous sommes en train de tester le petit support du range. D'ailleurs, je me rends compte qu'on aurait pu un tout petit peu mieux l'affiner, ce fameux support, parce qu'effectivement, je n'ai pas bien relié le deuxième point de contact et écarté de facto un tout petit peu la résistance. Voilà, globalement là, ça me paraît un peu plus pertinent comme canal. Bon, on est en train de faire deux choses sur la partie gauche de mon écran en M5. Je passe d'ailleurs en plein écran, donc je vais devoir un tout petit peu ajuster par définition la taille de mes deux cadres. Voilà. Alors, on est en train de tester deux choses sur la partie gauche de mon écran, là où j'ai fait mon tracé. Je suis en train de tester à la fois le support horizontal du range et le support oblique du petit canal haussier. C'est particulièrement déterminant si je veux rentrer sur le marché à ce moment-là. On n'a pas parlé de l'utilisation potentielle du stop loss la semaine dernière, je disais, se reposant sur la moyenne mobile. On a beaucoup travaillé sur le fait de tester un ou deux niveaux, que ce soit pour le split, je casse un niveau, j'ai tendance à splitter, j'en casse deux, mon stop loss était déjà placé, j'assume la perte. Voilà. Mais on n'a pas travaillé sur la moyenne mobile exponentielle 21. J'avais fait une allusion en fin de séance en disant ce serait pas mal justement de faire une deuxième vidéo en utilisant ces nouveaux éléments, que ce soit visuel comme ce qu'on vient de faire en première partie, en mettant justement ces deux graphes côte à côte, pour accentuer vraiment cette immense tendance baissière. Et puis en parallèle, effectivement, en utilisant la moyenne mobile 21 potentiellement comme stop loss. Alors, on peut s'intéresser à une première opération que je vais valider, je pense, d'un instant à l'autre. Je rappelle que sur la première vidéo, il y avait eu deux trades placés qui avaient rapporté globalement 84 €. Le premier était de 0,25 lots, on avait cherché 10 points. Le deuxième était de 0,10 lots, on avait cherché que 5 points. Je vais chercher à faire globalement la même chose, pas forcément au niveau du gain, mais disons au niveau de l'exemple, parce que c'est toujours mieux, je trouve, d'avoir une formation avec un exemple. Ici, ce que je vais chercher à faire, toujours
pareil, pour compléter cette notion de stop loss, on a vu déjà une première méthode, une première manière de les tracer la semaine dernière. On va en voir une deuxième ici. Et pourquoi pas justement en travaillant sur l'accélération pour entrer, chose que nous n'avions pas pu faire la semaine dernière. Je suis à 10 114. Vous avez vu qu'on a eu une très forte accélération en M5. Les clients du live trading le savent, soit je rentre sur bouffée d'oxygène, soit je rentre sur accélération. La semaine dernière, on était surtout rentré sur bouffée d'oxygène. Rentrer sur accélération est toujours un peu plus périlleux, surtout s'il s'agit d'un point haut ou d'un point bas de la séance ou de la dernière période. Ici, il ne s'agit absolument pas d'un point haut ou d'un point bas de la journée, mais il s'agit globalement du point bas depuis 11h45, il est midi 34, donc globalement depuis 50 minutes. Je vais considérer cette opération comme un petit peu agressive puisque je vais rentrer sur une accélération. Hop, le trade est validé, je sors du cadre plein écran. Alors j'aurais pu effectivement le valider au niveau en amont en mettant mon stop loss et mon take profit, on va le faire sans plus tarder. La moyenne mobile 21 ici va me servir à deux choses, soit à distinguer un stop loss, soit à distinguer un niveau de split. Ici, il va s'agir d'un niveau de split. Mon stop loss sera à 10 140 comme la dernière fois, non pas au niveau de la valeur, mais parce que c'est supérieur au deuxième niveau technique que j'ai tracé, à savoir au haut du range qui est placé à 10 136. Mon take profit, alors depuis je suis passé en compte basique et non plus en compte standard. Donc au minimum, mon take profit ici sera de 10 points. Donc je le mets à 10 103. Mais peut-être que je viendrai le clôturer manuellement à 5 points d'écart, je l'annonce d'entrée de jeu. On va s'intéresser au split, et c'est ici qu'il va être distingué au travers de la moyenne mobile 21. Je ne suis pas obligé de splitter, de chercher à splitter comme la dernière fois avec 0,25 lots. Je peux très bien me contenter d'alléger un peu les volumes appliqués dans ce contexte quand même assez chargé en volatilité. Donc je vais le mettre simplement sur 0,10 lots. Pour le moment, le take profit, je vais le laisser inchangé à 10 103. Le stop loss restera également de 10 140. Mais que me dit ma moyenne mobile 21 ? On va le voir tout de suite, elle m'indique un niveau à 10 123. Alors, comme toujours, moi je vous invite à vous mettre un peu en dessous s'il s'agit de rentrer short et un peu au-dessus s'il s'agit de rentrer long. Voilà, donc 10 120 me servira globalement de valeur pour splitter. Alors là, vous voyez que l'ordre ne peut pas être placé parce que je suis globalement déjà sur cette valeur-là globalement de 10 120. On va chercher donc à le mettre un peu au-dessus, parce qu'encore une fois, je suis en compte basique. Bon, ça n'est pas grave, pour l'exemple et pour pas attendre 50 ans, on va considérer que nous sommes sur 10 120, donc je suis effectivement justement à 119, ce sera suffisant pour l'exemple. Hop, je le revalide, petit slippage, voilà. 10 119.7. Alors, mon stop ne change pas, vous le savez, 10 140. Mon TP non plus, 10 103. J'ai donc utilisé ici la moyenne mobile 21 en guise de point de split. D'ailleurs, la dernière fois, nous n'avions pas eu de split, nous avions eu deux opérations très directionnelles. Pour autant, là, j'ai appuyé assez fortement sur les volumes, sous-entendu, je m'attends à ce que cette accélération soit concluante, à ce que le signal soit valable, à ce que je fasse du gain. Mais si je n'étais pas sûr de mon coup, un peu comme nous l'avons montré avec la deuxième opération de la semaine dernière, j'aurais typiquement rentré initialement une seule opération de 0,10 lot et la cotation de 10 123 indiquée par mon moyenne mobile ne m'aurait pas servi de stop loss, mais une valeur légèrement supérieure cette fois-ci, typiquement 10 125, 10 128. Là après c'est un peu à l'appréciation et notamment pourquoi pas sur ce que ça risque de me faire perdre, typiquement en passant de 25 à 28 au niveau du stop loss par rapport à ma moyenne mobile, ce que ça risque de me faire perdre, pourquoi pas, par rapport aux gains déjà réalisés dans la séance, comme on l'a vu la dernière fois, parce que la dernière fois, la deuxième opération, j'avais montré que le stop loss, de souvenir, à vérifier, mais globalement, le stop loss pouvait représenter 60 € de perte, alors que nous venions de faire en gros 70 € de gains. Donc on travaillait déjà sur les gains réalisés en amont. Alors, on peut distinguer également très rapidement un dernier petit tracé technique à 10 103 qui va distinguer mon take profit. Alors, pour des raisons de format et pour des raisons de simplicité, surtout parce que je suis en compte basique ici, je ne vais pas forcément chercher à, je dirais, à tendre 10 103, même si ça n'est que 12 points en dessous de ma cotation actuelle. Je vais peut-être me contenter globalement d'une valeur de 5 points de take profit par rapport à mon opération initiale, donc globalement les 10 108, puisque je suis entré à 10 113. Alors voyons un peu le potentiel de gain. 63 plus 41, donc globalement 104 € de gain attendu si j'atteins la valeur de 10 103.
Au niveau du stop, ça va être largement supérieur. On est plutôt sur du 210. J'insiste là-dessus, 210-220. J'insiste là-dessus parce que même si le risk-reward est clairement en dessous de 2, et même clairement en dessous de 1 par rapport aux valeurs qui sont traditionnellement admises en termes de money management, on est quand même sur quelque chose d'assez admissible pour du scalping dans la mesure où il est très 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 dur d'abattre vraiment un risque-reward de 2, ou même c'est même pas dur, c'est juste impossible, ou de 3 en scalping. Donc là, on est plutôt certainement sur du 0,7, 0,8, j'ai pas fait le calcul exact, il est assez simple à déterminer. Ce qui est honorable, je dirais, malgré tout, ça nous fait prendre relativement peu de risques. Moi, ce que j'aime bien, c'est une fois que j'ai dégagé un peu de gains dans la journée, c'est finalement au niveau des stop-loss, ne travailler que sur ces gains-là. Alors vous me direz, bah oui, mais pour le cas de la toute première opération de la journée, eh bien le commentaire est le même par rapport à la veille. C'est-à-dire que mon tout premier trade de la journée, généralement au niveau du stop, au niveau des stop-loss, si c'est un split, j'aime bien quand même me reposer sur les gains réalisés la veille, voire sur les gains, pourquoi pas, réalisés sur les 2 dernières séances. Voilà. Mais en tout cas, autant que possible, j'essaie de travailler sur mes gains et non pas en grignotant, non pas en attaquant le capital initialement investi. Voilà. Alors contrairement à la semaine dernière, très clairement, là, la volatilité est beaucoup plus faible. Une faible volatilité est à la fois mon meilleur allié pour scalper, mais il peut être gênant s'il ne me permet même pas de distinguer 5 points de variation. S'il me permet de distinguer globalement que 2-3 points de variation, effectivement c'est embêtant parce que là il s'agit d'attendre. Même si on est plutôt bien placé, au niveau du split, les clients savent qu'entre moins 15 € et plus 15 € sur un split, j'ai tendance à parler de zone neutre parce qu'on n'est pas vraiment en gain, on n'est pas vraiment en perte, enfin, c'est assez léger. Par rapport au volume dont je parle ici, évidemment, hein, si on était sur des volumes 4 fois inférieurs, ça n'aurait rien à voir comme commentaire. Mais sur du 0,35 ou sur du 0,50 lots, moins 15 plus 15, on sait qu'on est globalement à proximité de notre point d'entrée. Alors ici en plus, on peut réduire visuellement les 2 opérations parce que plutôt que de parler de point d'entrée, il vaut mieux parler ici de point médian, puisqu'en vérité, je suis rentré donc, comme vous le savez, à la cotation de 113.1 et de 119.7. Mon point médian est donc à 115.0. Voilà, globalement. À l'instant T, je sais que si je devais clôturer, je perdrais 37 €. L'idée étant voilà, de laisser vivre l'opération désormais. On sait globalement à quoi s'en tenir, tant côté positif que côté négatif. Voilà. Alors, on a vu donc 2 choses. La première, je rappelle rapidement, c'est comment utiliser un peu mieux, je dirais, son espace de travail pour distinguer, pour relativiser un peu les attaques de contre-tendance. Typiquement, là, depuis 10 minutes, on voit que sur le M5, on a plutôt la volonté au niveau du marché de gagner 5-10 points, mais on voit bien qu'au niveau du M30, ça ne se traduit absolument pas comme un retournement de tendance. Voilà. On a vu donc comment utiliser son espace de travail pour distinguer 2 espaces communs, pour relativiser un peu ce type de petite bouffée d'oxygène haussière au sein d'une tendance assez forte baissière. On a vu justement l'utilisation de la moyenne mobile 21, qui ici m'a servi à splitter, mais qui aurait très bien pu me servir de stop loss. Et si on a le temps de faire un deuxième exemple, je l'utiliserai comme stop loss, mais vous aurez compris la logique. J'ai cité notamment la cotation de 10 125 ou 10 128 pour le stop si ma moyenne mobile m'indique 10 123, et plutôt une cotation de 10 120 s'il s'agit d'aller vers la moyenne mobile pour splitter. Donc c'est-à-dire que est-ce que je cherche à rompre ce niveau-là, ou au contraire est-ce que je cherche juste à le tester. On a vu également le jeu un peu sur les volumes, comme la dernière fois. Et puis, on cherchera donc à distinguer un petit peu le tout. Alors, je me rends compte juste d'un tout petit point visuel au niveau de la partie droite, c'est que mes trading lines sont en blanc, donc je vais les faire apparaître en noir, voilà, pour qu'elles apparaissent aussi sur le M30. Alors, le tout, c'est quand même, moi, ce que j'aime bien faire au niveau du live trading, c'est de se donner un petit, j'allais dire échéancier, c'est pas tout à fait ça, une petite limite temporelle pour respecter un format. C'est pas obligatoire, franchement. La petite limite temporelle que je me donne généralement, c'est pour dire voilà, j'ai pas envie d'attendre 30 minutes derrière cette opération. C'est surtout pour le format, il faut bien le comprendre, c'est surtout pour respecter le format du live trading, en l'occurrence plutôt de la formation, pour que au maximum les opérations soient ouvertes et fermées pendant la séance. Alors ce que je vous propose, c'est qu'il est midi 43, globalement dans 7 minutes, à midi 50, j'abaisserai mes objectifs, de sorte à pouvoir clôturer quand même au mieux ce split, et puis c'est surtout pour que l'exemple autant que possible se retrouve intégralement compris dans la vidéo de formation, parce qu'autant pour le live trading c'est pas trop un problème, on peut très bien retrouver l'opération le lendemain, autant pour la formation il est clair que je vais pas faire une troisième vidéo pour indiquer l'issue du trade. Voilà. Bon.
Alors, petit point que l'on peut également évoquer, c'est que de plus en plus, avec cette volatilité qui devient quand même assez forte, pour pas dire plus au niveau des marchés, et notamment par rapport à ces inquiétudes du FMI, de Christine Lagarde, qui nous dit que globalement on va en avoir pour un bon moment encore, au moins peut-être 6 à 12 mois, il est clair que plus que jamais, moi j'insiste clairement sur plus sur le money management que, comme vous le voyez depuis 2 vidéos de formation, celle-ci et la précédente, sur le money management plus que sur, je dirais, l'espérance de gain. Voilà. Donc, là, typiquement, on voit que nous sommes sur la partie basse du split. Après avoir un petit peu hésité au niveau du marché sur la partie haute, on va revenir sur le cadre de trading. Et effectivement, on voit que la somme des deux opérations, plus 13, moins 8,75 pour le moment, me laisse en très léger gain de 4,25 €. Alors c'est évidemment pas l'idée de clôturer à 4,25 €. Désormais, ça passe à 13 €. C'est très vite obsolète, évidemment, comme commentaire, parce que le marché continue de bouger, hein, naturellement. Je rappelle qu'on vise 10 103, que ma petite limite temporelle est dans 5 minutes. Voilà. Et puis, on verra ce qu'il en est. Alors, comme je disais tout à l'heure, rien ne m'empêche de clôturer à 5 points, donc à 10 108 et non pas à 10 113, puisque là pour le moment le take profit initial, je le rappelle, a été placé sur un compte basique, donc où le TP est au minimum de 10 points, alors que la clôture manuelle peut tout à fait se faire, je dirais, absolument là où on veut. Voilà, je passe en gain de 47 €. Je vais laisser sa chance, je dirais, à l'opération d'atteindre le take profit de 10 103. Effectivement, là, il peut devenir intéressant de distinguer à nouveau le profil conservateur et le profil spéculateur. Je sais que je suis à 3 points de mon take profit, mais enfin j'ai 62,88 € de gain. Peut-être que certains ont déjà clôturé ou se disent tiens c'est suffisant pour moi, je vois que le marché a été assez hésitant. Je ne pense pas qu'on ira sur le take profit finalement que j'avais tracé initialement, etc., etc. D'autant que le take profit, et je le rappelle encore une fois un peu arbitraire ici, d'une valeur minimale de 10 points, parce qu'il dépend beaucoup du type de compte ici, voilà, contrairement à la dernière fois. Alors, ce que j'aime bien avec le 10 103 malgré tout, c'est qu'il ne nous force pas à tester et à rompre la valeur de 10 100, qui je le rappelle est un gros support psychologique. Voilà. On est toujours à peu près sur 60-70 € de gain. Il me reste 2,2 points, 2,4 points même à l'instant T à retracer, à poursuivre à la baisse pour atteindre ce take profit. On verra ce qu'il en est d'un instant à l'autre. Et puis voilà, globalement, j'ai couvert un petit peu les points que je n'avais pas eu le temps de couvrir, je dirais, dans la précédente vidéo de formation, hein. Ce que je vous propose, c'est que on va pas s'embêter, on va pas attendre trop longtemps. Je vais clôturer tout de suite à 52,38 € pour deux raisons. La première, c'est qu'évidemment, ça me permet de gagner un peu de temps sur la formation, de ne pas attendre les 10 103, donc raison de format, même si en live streaming, je pense que je serai allé jusqu'au 10 103, mais surtout parce que je veux prendre le deuxième exemple que vous attendez certainement, c'est-à-dire le fait de prendre un seul trade assez léger au niveau des volumes, le type de trade où je me dis, oula, je pense pas qu'il faut trop appuyer, même si je pense que ça va continuer à descendre. Donc typiquement, cette fois-ci, en ne cherchant pas à splitter, mais en mettant directement le stop loss au niveau de la moyenne mobile exponentielle de période 21, qui évidemment c'est un petit peu décalé, puisque c'est tout son travail, qui n'est plus à 10 121 ou 23, je ne sais plus exactement la valeur précédente, c'était 23 je crois, 10 123, et qui est désormais à 10 122. On va donc travailler sur 10 125 en guise de stop loss, ce qui me ferait perdre 41,75 €. Je suis rentré à 10 108, je dois donc valider au moins un TP à 10 098, mais je m'arrêterai certainement à 5 points, donc à 10 103, ce qui finalement était tout simplement mon take profit initial. Donc je ne change pas la petite ligne horizontale rose. Voilà, on va s'intéresser, je charge l'historique pour aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu à l'historique. Donc effectivement, on a clôturé 52,38 € de gain, première opération plus 25, deuxième opération plus 26, le tout représentant 52 €. Et effectivement, je sais qu'au sein de ces 52 €, exactement comme on l'a vu la semaine dernière, le stop loss de mon deuxième exemple, je le rappelle, représente 41,75 €. Si je venais à le valider, donc si je venais à atteindre la valeur de 10 125, eh bien, je ne travaillerai pas, je ne grignoterai pas mon capital initialement investi, je ne ferai finalement que travailler sur les gains réalisés. C'est-à-dire que ça me ferait passer de 52 € de gains globalement à 11, puisque j'ai 52 de côté, 41 de perte attendue, ou même plutôt on peut arrondir à 42. Donc en gros, je retomberai à 10 € de gains. C'est assez appréciable. Alors, faute de temps, de pouvoir aller plus loin, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite projection et qu'on se dise que globalement, ça fait 20 minutes qu'on est sur cette deuxième exemple, ça fait 20-30 minutes qu'on attend cette opération, qu'on attend qu'elle se débouche, je dirais on n'en peut plus, c'est long, c'est pénible, etc.
Ce que je peux tout à fait faire dès lors, c'est rabattre mon take profit, puisque là je suis au-dessus, c'est rabattre mon take profit globalement sur point d'entrée, ce que l'on voit généralement dans le cadre d'un hedging. Voilà. Alors moi, psychologiquement, j'aime bien toujours chercher à faire un tout petit gain, donc c'est-à-dire que je ne le mets pas sur 10 108.2, mais sur 10 108.0. Voilà. Là, je fais une petite projection en me disant, voilà, ça fait peut-être 1 heure, 30 minutes qu'on est sur cette opération, on ne veut plus la gérer, on cherche à la liquider au mieux à zéro, en l'occurrence 0,5, donc 50 centimes, et au pire sur le stop loss. Par contre, en aucune manière, je ne décale mon stop loss. Là, je sais que j'en suis pas loin. Je suis sur un stop qui est désormais à 6 points de moi. En aucune manière, je ne décale mon stop loss pour le rehausser en me disant, allez, je passe de 10 125 à 10 150, etc., etc. Dans ce sens-là, je ne le décale jamais. Par contre, dans l'autre sens, comme on l'a vu la semaine dernière, ça c'est une bonne idée. C'est-à-dire que si au lieu d'être en moins-value latente comme c'est le cas actuellement, et on risque de toucher le stop loss, si je suis au contraire en plus-value latente, par exemple je suis à plus 7 points de gain latent sur 10, rien ne m'empêche là par contre de modifier mon stop loss pour le mettre sur point d'entrée, exactement comme je viens de le faire avec le take profit. Donc là, je ne suis plus en train de dire au pire je perds 40 euros, au mieux je suis à zéro, parce que je cherche à liquider l'opération. Dans le cas où je modifie mon stop sur point d'entrée, ça revient à dire au mieux, je touche mon take profit ou je clôture manuellement sur un gain partiel. Au pire, je suis à zéro. Voilà. Mais en aucune manière, dans ce cas de figure qui se passe assez mal puisque on a le risque d'avoir le stop loss touché, en aucune manière, je ne le décale en me disant allez, c'est pas grave, je vais le mettre à 10 140, comme on l'a vu tout à l'heure, 2 objectifs au-dessus. Je ne change pas mon plan de trading en cours de route. Il faut l'assumer jusqu'au bout, sinon ça veut dire qu'on doute, c'est-à-dire qu'on doute de son plan de trading, on doute de son opération. Voilà. On doute de son opération, mais encore une fois, dans le pire des cas, en fait, mon historique, pour l'exemple, retombe à 10 euros de gain, et dans le meilleur, il reste ce qu'il est, enfin, il est augmenté de 50 centimes, enfin, dans l'ordre de grandeur, il resterait à peu près à 50 euros. Voilà. Voilà globalement, quelques nouvelles notions, je dirais, que je n'ai pas pu aborder faute de temps dans la précédente formation, parce que, encore une fois, je ne voulais pas qu'elle dure 1h30, je préfère avoir 2 blocs distincts de 45 minutes, par exemple, qu'un seul gros d'1h30, notamment pour la vidéo de formation, hein, c'est plus simple, c'est plus digeste, je dirais, et c'est plus logique surtout. Donc voilà. Donc là, tout le but du jeu, désormais, puisqu'on a une belle attaque baissière, c'est d'attendre le fait de retomber sur le take profit. Là, c'est pareil, je ne cherche pas à modifier mon take profit en me disant, bon, finalement, on a une belle attaque baissière qui certainement me fera, pourrait me permettre d'atteindre les 10 103. Non, il faut assumer jusqu'au bout le petit changement, qui est un changement pour le mieux, celui qu'on a fait, en passant de 10 103 en 10 108, mais c'était sous-entendu, ça fait une projection, enfin, parce que ça faisait genre 1 heure qu'on était dessus. Parce que là, je cherche surtout à préserver mes gains. Je ne cherche pas spécialement à faire du gain, à part le petit aspect psychologique que j'ai montré. Pour les 50 centimes, c'est toujours bon au niveau d'un track record. Moi, j'aime bien, mais ça change pas grand-chose. Je cherche surtout à préserver mes gains. C'est une valeur de money management. C'est une notion de money management que de chercher à préserver ses gains. Une autre, comme on l'a vu dans la vidéo de money management, c'est ne pas trader, c'est aussi trader. C'est esquiver le marché, s'écarter du marché, c'est aussi une manière de se protéger. Hop, point d'entrée atteint. Alors en fait, j'ai pas gagné 50 centimes, j'ai gagné 1 euro, parce que si on fait un peu attention au prix de clôture, il n'était pas de 10 108, mais de 10 107.8. Comme la semaine dernière, on a eu un petit slippage en notre faveur. Voilà. Donc j'ai cherché à préserver mes gains initialement réalisés sur le split, les 53 euros. Alors je rappelle encore une fois que là on est vraiment soumis à un format très précis de formation. On n'est pas sur le format du live trading qui dure, comme vous le savez, pour les clients 1h30 ou 2 heures, où là j'aurais très clairement laissé tourner mon opération, mon split initial jusqu'au take profit de 10 103 très clairement. Voilà. Mais on a vu plein de petites notions de money management. Est-ce qu'à un moment je clôture partiellement en gain? Est-ce que j'abaisse mon stop loss sur point d'entrée? Dans le meilleur des cas, est-ce que ça soit en tant que je suis en gain latent? Ou est-ce que j'abaisse mon take profit sur point d'entrée? Dans le pire des cas, parce que là ça veut dire que je suis en moins value latente. Surtout, on ne modifie jamais le stop loss quand il s'agit d'augmenter le risque, donc la perte latente. On a vu la semaine dernière comment splitter avec les tracés techniques, aujourd'hui comment le faire avec la moyenne mobile, comment mettre les stop loss avec les tracés techniques, aujourd'hui comment mettre le stop loss avec la moyenne mobile. Voilà, on a vu plein de petits exemples, globalement que j'ai voulu avorter pour être un peu plus speed au niveau de la formation, que ça ne fasse pas une vidéo d'1 heure. Voilà, mais très clairement, dans les faits, s'il fallait faire le commentaire jusqu'au bout, pour aller jusqu'au bout de l'exemple, et j'insiste là-dessus, j'aurais maintenu le take profit jusqu'à 10 103, ben voilà. Il suffisait de commencer la phrase pour le voir se réaliser. Voilà, donc on aurait eu notre objectif initialement réalisé, par contre je n'aurais pas eu malheureusement le temps de mettre le deuxième exemple que je trouve intéressant avec le TP sur point d'entrée. Voilà, c'est tout pour ces nouvelles notions. Qu'elles soient visuelles avec le paramétrage en, j'allais dire en 2 écrans, c'est mal dit, en 2 graphiques. Vous avez aussi la possibilité
de détacher les graphiques et de les répartir sur plusieurs écrans si vous avez plusieurs écrans sous les yeux. Voilà, et puis là vous voyez en plus que la tendance baissière s'accélère, donc on est même en train de tester l'un des niveaux techniques les plus forts, c'est-à-dire l'un des tracés techniques initiaux, des valeurs psychologiques à 10 100. Donc de mon point de vue, on a fait clairement le tour de la question, des petites améliorations que je souhaitais apporter à cette stratégie de live trading. On va pouvoir enlever d'ailleurs la petite ligne partielle rose qui était à 10 103, qui ne venait absolument pas distinguer un point technique, mais simplement mon take profit, je le rappelle. Voilà. Voilà globalement. Alors, vous remarquerez exactement comme la semaine dernière que le range est en train de se décaler, cette fois-ci entre 10 120 et 10 100. Et même dans un premier temps, il était plutôt entre 10 110 et 10 120. Je dis dans un premier temps entre 10 110 et 10 120, est-ce que c'est là où on a passé globalement l'essentiel de la formation au niveau de mes exemples. Et désormais, visiblement, il se décale comme la semaine dernière, sur des valeurs évidemment différentes, mais dans le sens de la marche, dans le sens de la tendance. Voilà. Et là, on est en train de tester les 10 097, ce qui correspond tout de même à 6 points de plus que l'objectif initialement assumé de 10 103. Bah tiens, on est à 10 093, voilà, 10 points de plus. Bon, c'est tout pour cet exemple. Et donc, mine de rien, juste avec ces 2-3 petits exemples qui me paraissent être de bon sens, d'ailleurs, je vois qu'au niveau des questions, vous êtes plusieurs à me dire que vous avez pu en profiter en direct, donc c'est bien. Mine de rien, on a quand même généré un petit 135, 137, 137 euros exactement, 84 plus 53, 137 euros de gain en cherchant à se prémunir à chaque fois avec un stop loss. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il y a un taux de réussite à 100% parce que ça n'existe pas, n'oubliez jamais l'introduction, il n'y a pas d'absolu en trading. Là, les exemples ont bien marché parce que je n'ai pas eu, ni dans la première vidéo ni dans la deuxième vidéo, mon schéma idéal. C'est-à-dire que je n'ai pas eu un range parfait puisque on l'a vu dans les deux vidéos, les ranges sont décalés. Certes, dans le bon sens, dans le sens, ce que j'appelle le bon sens, c'est le sens du jour, puisque vous le savez, moi je ne rentre que dans le sens de la marche. Jamais dans cette configuration-là, je ne serais rentré haussière, ni dans celle d'aujourd'hui, ni dans celle de la semaine dernière de la première vidéo. C'est très clair à ce niveau-là, je l'avais déjà dit, mais c'est important de le rappeler. On n'a pas eu la configuration idéale. La configuration idéale, pour moi, c'était plutôt le range idéal, c'est-à-dire celui qui a eu de 11h45 à 12h30. Donc on en a vécu une petite partie au début de la formation, mais pas intégralement. Voilà. Deuxième point important, il n'y a pas d'absolu en trading. Ces exemples se sont bien passés. Vous l'avez vu, le stop loss du deuxième exemple du petit 0 d'ILO aurait très bien pu être atteint. Donc au lieu d'avoir 53 euros de gain, on aurait pu retomber à 10 euros. Mais malgré tout, on aurait quand même respecté la stratégie et le money management. Voilà. Et idéalement, c'est vrai que c'est toujours appréciable de travailler sur ses gains et non pas sur son capital en cas de perte. Voilà. C'est tout pour ces deux blocs de vidéos de formation absolument essentiels, surtout si vous assistez au live trading. Voilà, je suis très content sincèrement d'avoir fait ces deux vidéos, elles sont complètes. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y a un mariage entre deux vidéos. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos visionnages. Et puis naturellement, on se donne donc rendez-vous dans les prochaines vidéos de formation. Je vous invite naturellement à consulter les précédentes. Merci à tous et à très bientôt.